Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui nous allons faire la revue du Volvo XC90 T8. Donc c'est la version hybride branchable, année modèle 2026 dans ce fabuleux bleu. Aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, vu que c'est une voiture hybride branchable puis la mécanique est relativement particulière, j'avais envie de faire un test d'autonomie sur la batterie. Donc, c'est une batterie qui a une autonomie en Aircan de 53 km. On va aller tester si c'est réel. Et ensuite aussi, lorsqu'on va tomber à 0 %, on va tomber en mode hybride où le véhicule va juste tout gérer lui-même, bien, on va regarder aussi c'est quoi la consommation d'essence sur l'autoroute. Ça va nous donner une idée là, du fonctionnement global de ce système hybride. Donc, dans la prochaine scène, on va se revoir au ravitaillement à la station-service. Allons-y. OK, on va mettre du carburant dans l'XC90, mais le plus drôle, c'est le prix de l'essence. 2,21 $1,93. Je capote. Bon, moi, je suis habitué de ne pas mettre de l'essence, mais bon, c'est la vie, il faut mettre du carburant, puis... Ah oui, il faut le déverrouiller à l'intérieur. Le pompiste rit de moi parce que je filme, mais je pense qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Bon, je vais mettre du carburant, je vous reviens. Donc, on est fin prêt là, pour notre petit test autonomie électrique et on va calculer la consommation d'essence du XC90. Donc, vous avez vu, j'ai ravitaillé. Malgré que c'est 53 km l'autonomie en Aircan électrique de ces XC90, on a 49 en ce moment, là, probablement qui prend une moyenne de ma consommation au kilowattheure par 100 km dernière. Et là, 510 km. Pour l'autonomie essence restante, là, je dois le réinitialiser, le trip ici. J'ai utilisé beaucoup le mode charge pour charger la batterie du système hybride avec le moteur. Donc, la consommation est relativement élevée. On va effacer ça. Hold button to reset TM. Ploup. Puis, il y a une application ici qui s'appelle Driving Journal. Essentiellement, là, ça va nous faire un résumé de l'itinéraire qu'on va faire aujourd'hui parce que, malheureusement, dans ce véhicule-là, vous allez voir, on n'a aucune indication de la consommation en kilowattheure par 100 km. Donc, Volvo, il ne vous donne pas ça. Donc, il va falloir calculer la mitaine. Puis, j'ai mon super car scanner ici avec voltage de batterie, pourcentage, tour des moteurs, transmission. On va savoir dans quel rapport on est. Puis là aussi, on a la puissance. Ça fait que là, la batterie est en train de se décharger. Moi, j'aimerais ça que mon moteur soit démarré. Puis là, rapidement, notre itinéraire. Aujourd'hui, on va quitter l'arrondissement La Salle. On va passer par les boulevards. On va prendre le pont Mercier. Ensuite, on va prendre un petit segment de route 132. Ensuite, on va prendre la route 104. On va se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'estime que dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, juste un petit peu plus au sud, la batterie du système hybride va être vide. Et là, ce qu'on va faire, on va tomber en mode thermique. On va se diriger vers la frontière américaine via l'autoroute 35. Puis ensuite, on va revenir à Montréal via l'autoroute. Donc là, on va être capable d'avoir là, une boucle électrique, une boucle autoroute. Puis là, on va regarder tous les résultats ensemble à la fin. Puis au travers du vidéo, bien évidemment, là, vous aurez le tour du propriétaire de ce XC90 T8. On vient tout juste de se mettre en route. On a de juste 1 km de parcouru. Et là, il faut que je vous donne du contexte. Parce que malheureusement, moi, j'ai un biais positif envers le XC90. Puis c'est vraiment en plus pour une question de transparence que je vous parle de ça. C'est que dans ma vie automobile, j'ai possédé énormément de véhicules de la marque Volvo. On a tous une marque automobile dans notre cœur, hein, en tant que personne. Là, je ne vous parle pas en tant que journaliste automobile, je n'en parle que juste que particulier en tant que citoyen au Québec. J'ai eu beaucoup de Volvo. J'aime les Volvo, j'en ai possédé. Est-ce que mes Volvo ont brisé beaucoup? Oui, mes Volvo ont brisé beaucoup, c'est pas de ça qu'on parle. Mon dernier Volvo étant un S60 2019 T6 R-Design. Super belle voiture, je l'ai adorée, qui était justement sur la même plateforme que ce XC90. Donc, tu sais, moi, je m'assois dans ce véhicule-là et toutes les surfaces de contrôle, tous les boutons, c'est comme si je remettais un gant que j'avais déjà porté. Donc, je suis vraiment à ma place ici. C'est juste que je voulais vous mentionner ça. Puis c'est pourquoi aujourd'hui que je vais aller plus dans les faits. On va parler beaucoup plus de la consommation, de la motorisation, tout ça, puis le côté un peu subjectif. Hein, est-ce que j'aime le véhicule? Bien, vous savez déjà que je l'aime, le véhicule. En fait, je l'adore, le XC90, mais c'est pas nécessairement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va vraiment se baser sur les faits, mais je voulais être super transparent avec vous. Ceci étant dit, on peut maintenant faire le briefage technique du XC90 T8. Essentiellement, comment que ça fonctionne? Pour l'année modèle 2026, là, je me souviens plus en quelle année modèle il y a eu un changement. Il y a eu comme un rafraîchissement de mi-cycle du côté de la motorisation. Parce qu'au début, en 2016, lorsque Volvo a emmené ces motorisations-là sur le marché, ils utilisaient un 2 litres 4 cylindres turbo et suralimenté, un supercharger en anglais.
le moteur que j'ai eu dans la dite Volvo que je vous ai parlé là, de ça quelques secondes. Et ça a été changé après par un 4 cylindres similaire, mais avec seulement un gros turbo avec assistance électrique, ce que je crois qui est une meilleure solution. Et la batterie du système hybride a été augmentée. Là, on a, je crois, autour de 14,7 kWh utilisables. C'est une batterie de 18 kWh, ce qui nous donne 53 km NRCan. Mais c'est un système hybride branchable assez particulier que je n'ai jamais vraiment aimé. Je l'ai essayé une fois dans un XC60 lorsque je n'étais pas journaliste automobile. Puis j'avais jamais trouvé que ça fonctionnait bien, mais j'avais essayé l'ancienne version. Puis là, attacher votre tuque, c'est compliqué. Donc, à l'avant, nous avons notre 10 moteur 2 litres 4 cylindres turbo qui produit autour de 300 chevaux, je crois 315 chevaux. Il y a une transmission automatique Aisin 8 vitesses. Donc, Aisin, c'est une division de Toyota qui fabrique des transmissions automatiques. Une transmission automatique que je vous ai parlé, on la retrouve partout, hein? Chez Volkswagen, chez Volvo, chez BMW, chez Toyota, bien évidemment, et autres manufacturiers XYZ. Donc, une transmission 8 vitesses qui est assez populaire et utilisée partout dans l'industrie. Cette transmission n'a pas de convertisseur de couple, soit l'embrayage à fluide entre le moteur et la transmission. On a plutôt un générateur électrique d'à peu près, je pense, 10 à 15 kW. Je me souviens plus, c'est un petit peu flou, là, les informations techniques de Volvo. Et dans le fond, si vous suivez bien Plus de Millage puis vous êtes un peu technique comme moi, c'est comme le générateur dans le système hybride Toyota qui est attaché au moteur. Ce moteur fait d'office de démarreur pour le moteur à essence, fait d'office aussi de chargeur pour la batterie du système hybride lorsque nécessaire et aussi donne un peu d'assistance électrique dans certains modes, là, mais c'est beaucoup plus un travail de générateur, ce moteur. Ça, c'est sur l'essieu avant. Entre l'essieu avant et l'essieu arrière, on a la batterie de 18 kWh brut, 14,7 kWh utilisable. Et nous avons à l'arrière un essieu complet, un essieu électrique là, de 141 chevaux ou 143 chevaux. Là, je vous dis, les chiffres sont flous. Et ça, c'est le moteur électrique principal de propulsion. Là, en ce moment, donc, nous sommes dans le Volvo, on a 3,6 km de parcouru, 43 km restants. Hein, on a perdu genre 6 km, on a quasiment fait le double. Bien, essentiellement, on est propulsé seulement par un moteur de 141 chevaux sur l'essieu arrière. Donc, on est dans un XC90 électrique propulsion en ce moment et on est sur le pont Mercier et on traverse sur la rive sud. Et lorsqu'on met le véhicule en mode hybride, et ça va arriver plus tard dans la revue, bien là, c'est ça que le moteur à essence travaille avec le générateur et le moteur électrique à l'arrière. Malgré que la batterie est à 0% dans votre combiné d'instruments, il reste toujours à peu près 19% de statut de charge. Et c'est avec ce tampon-là de 20% que le véhicule à basse vitesse va faire de la propulsion entièrement électrique. On va avoir du freinage régénératif qui va nous remettre de l'énergie dans la batterie. Et lorsqu'on est en mode hybride, je vais vous dire, c'est assez transparent. Ça ressemble beaucoup à un véhicule hybride traditionnel. Et ça, c'est quelque chose que je suis content de voir parce que lorsque je regardais sur papier là, comment que le groupe motopropulseur était programmé, était placé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là? J'en perdais mon latin un peu. Là. Je trouvais que c'était complexe pour rien. Mais à première vue, après avoir essayé le mode hybride là, pendant plus de 200 km, c'est correct. C'est sûr qu'on va aller voir la consommation d'essence ensemble, mais un point super intéressant, c'était que ce que j'appréciais, c'est que sous 40 km/h, lorsqu'on se promène en ville, j'habite sur l'île de Montréal, on pouvait faire plusieurs kilomètres sur le mode électrique. La batterie est à zéro. Là. Pas un, là, genre 3, 4, 5, 6, sans que le moteur à essence démarre. Donc, pour de vrai, c'est pas si pire. Et là, ça me faisait penser à pourquoi Toyota, dans leurs véhicules hybrides, n'ont pas des batteries de 2 ou 3 kWh. Parce que 1 kWh, c'est souvent limite là, pour propulser le véhicule en mode électrique. Mais bon, ça, c'est des choix de Toyota, ils font ce qu'ils veulent. Donc, j'apprécie. Et aussi, tous les modes de conduite, que vous soyez en mode 100% thermique, que vous soyez en mode hybride électrique, vous pouvez toujours sélectionner le freinage régénératif maximal parce que le freinage régénératif est sur l'essieu arrière. Donc, c'est super plaisant. On peut être en mode sport puis en mode full régénératif. Puis là, on peut... Regardez, je lâche l'accélérateur, là. C'est fascinant. Donc ça, point fort ici. Et pour le reste, évidemment, c'est un Volvo sur la plateforme SPA qui a été développé par Volvo et Geely. Dans le fond, la compagnie chinoise qui possède Volvo maintenant là, depuis que Ford l'a vendu, là, je pense en 2008, si je me souviens bien.
C'est la plateforme que tous les modèles Volvo là, ont été basés depuis un certain temps. Puis là, on a les plateformes Geely qui arrivent un peu à SPA2, puis SEA, Sustainable Electric Experience, je crois. Le Polestar 4 est sur cette plateforme-là. Et le EX30 qui est sur une autre plateforme là, chinoise. Là. Vous voyez, on est comme dans la transition. Mais ça, c'est comme avec le V60 et le XC60, avant que le X60 arrive, bien là, on est sur l'ancienne plateforme Volvo. Donc, c'est pas mal ça pour le briefage technique. Là, on est en direction de Saint-Jean-sur-Richelieu. « 46,4 km plus tard, nous sommes arrivés à la fin de la batterie. Puis là, dans l'application Driving Journal, on a des informations un petit peu plus pertinentes, mais c'est pas fort Volvo. Pour vrai, là, je vais vous le dire, là, moyen. Donc, on a roulé pendant 50 minutes. Et là, vous voyez le petit point 1 ici, c'est parce que lorsque j'étais sur le pont au-dessus de la rivière Richelieu, on a atteint 46 km et là, j'ai juste immédiatement sorti de l'autoroute 35. Donc, on va essayer sur le 17,9 kWh qu'on a sorti de la batterie. Puis là, je vais faire un petit calcul savant. Là, puis je vais prendre 46 km parce que c'est là que j'ai vu que l'énergie est sortie. Puis Electrical Regeneration, là, si on a récupéré 18,9 kWh, ça fait aucun sens parce que pensez-y, ça voudrait dire qu'on aurait pu faire genre, on a consommé 17,9, on a récupéré 18,9, plus ça fait comme quasiment 40 km. Ça n'a aucun sens. On a fait 38,9 kWh par 100 km sur 46 km. Température extérieure, il fait -1, il neige, pas trop de vent et malheureusement, j'ai un malus aérodynamique. Il y a des bords de toit que je ne peux retirer. Donc, pour avoir fait à peu près 12 % en termes de kilomètres de moins que la cote Enercan, la consommation Enercan électrique, c'est 34 kWh. On a fait 38,9, 39. Écoutez, compte tenu des résultats, ça veut dire qu'immédiatement, lorsqu'on serait chaussée sèche l'été, c'est sûr qu'on fait 53 et plus. Donc, je vais donner la note de passage ici. Ce que Volvo rapporte est réel. C'est maintenant l'occasion de faire le tour du propriétaire du XC90 T8 2026. Je vais vous faire le tour extérieur rapidement. Honnêtement, Volvo, le XC90, c'est un véhicule avec une drôle d'histoire parce que ça a été lancé en 2002. Puis ça a été là, dans les premiers VUS, monocoque, 3 rangées qu'on appelle multisegments modernes. Essentiellement, là, surtout sur le marché européen, c'est venu brouiller les cartes parce que ça a remplacé beaucoup de véhicules 3 rangées qui étaient sur châssis en échelle. Et c'est ça. Quand Volvo est arrivé avec ça, ça a changé la game, comme on pourrait dire en anglais. Et on est juste à la 2e génération. Puis dites-vous, là, on est 24 ans plus tard. C'est un véhicule qui a un très, très long cycle parce que dites-vous que la première génération sur la plateforme Ford du XC90, bien, la production s'est terminée en 2014-2015. Et en 2015-2016, on a commencé la production de celui-ci qui a reçu, je crois, 2 rafraîchissements de mi-cycle. Puis on est encore, oui, le EX90 sur la nouvelle plateforme du Polestar 3 est arrivé, mais dû à des petites tensions géopolitiques, étant donné qu'il est assemblé aux États-Unis, le EX90, il n'est plus disponible sur le marché canadien et surtout que le lancement avait été très mauvais dû à des problèmes logiciels. Pour l'instant, au Canada, jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons que le XC90, qui est la version hybride branchable. Le gabarit est vraiment intéressant. C'est pas trop gros ni trop petit. Hein, vous voyez, à l'arrière, dans le coffre, c'est extrêmement logeable. On a un petit sous-plancher. Il y a juste de l'espace pour le câble de recharge niveau 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cache-bagage ici. Vous allez vous dire, « Ah, Volvo, là, on peut toujours le ranger. » Oui, vous pouvez le ranger si vous soulevez cette petite partie. Puis là, vous voyez la cavité là pour le ranger, mais vous vous rendrez qu'il y a deux... excusez-moi. Il y a 2 réservoirs ici d'air comprimé parce que sur cette version, nous avons une suspension pneumatique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le retirer et le mettre de côté pour que je puisse vous montrer la 3e rangée. C'est ce qu'on va faire dans les prochains instants. 3e rangée relevée. Vous voyez, l'espace est un peu restreint et je m'excuse, les tapis que Volvo Canada a mis dans le véhicule, je trouve que c'est comme un peu trop. Là. C'est beaucoup moins pratique. Puis là, je veux pas les tirer à terre, les tapis sont neufs, là. Mais ça vous donne une idée, là. Quand même du bagage qui entre. Puis vous voyez, le profil, c'est pas si mal, OK? On va donner une note de passage ici. Porte arrière. Dans cette version, évidemment, on a un petit filet là, pour réduire le soleil là, pour les enfants. Un beau bois clair, puis aussi, là, il est rugueux.
Les plaques en acier Bowers & Wilkins, système de son qui sont exceptionnels. Puis évidemment, la qualité, c'est impeccable de ce côté-ci. Deuxième rangée, assez traditionnelle. Tous les sièges peuvent être avancés et reculés ici. Donc, c'est très bien. Et pour entrer à la deuxième rangée, on tire cette petite poignée. Assez traditionnelle comme mécanisme dans l'industrie. Je vais maintenant prendre place. Et espace pour les jambes à l'européenne. Donc, pas d'espace pour les jambes. On peut avancer cette deuxième rangée. Donc, on peut libérer de l'espace. Puis là, ce que vous regardez, l'espace pour les jambes à la deuxième rangée est assez généreux. Donc, effectivement, là, en quelques manipulations, je suis capable d'avoir un espace qui est raisonnable. Mais ma tête là, touche presque à la ligne de toit. Donc, c'est majoritairement pour les enfants. Par contre, deuxième rangée, confort princier, rien à dire, c'est très bien. Puis il y a une petite touche particulière. Ici, on a un petit dispositif très intéressant. On a, comme on appelle en anglais, un booster seat pour les enfants. Donc, pour les enfants un peu plus vieux, on peut soulever là, le siège, puis là, on peut attacher notre enfant. Donc, Et lorsqu'on est assez fort à une main, on peut avancer ce siège plus vers la première rangée pour les parents. C'est relativement intéressant. Puis vous voyez aussi là, la différence. Les trois sièges ici, là, c'est 40, 20, 40. Vous voyez la différence là, de distance là, que vous pouvez les avancer et les reculer. Donc, c'est pas si mauvais que ça. Sous le capot, avec deux vérins, remarquez, l'ouverture du capot est complètement capotée. Ça roule vite, ça roule haut. Il faut être très grand pour aller chercher l'œillet qui nous permet de rabattre le capot. Mais vous regardez, motorisation assez traditionnelle, transmission hybride ici. Et on a le couvert de moteur typique Volvo. Vous regardez, c'est toujours fait en mousse, ça m'a toujours fasciné. Mais comme je vous rappelle, 2 litres, 4 cylindres, turbo, 315 chevaux. Mais c'est sans histoire ici, il n'y a pas grand-chose à faire autre que ajouter du liquide lave-glace ici. Puis ça, pour avoir eu un Volvo, c'est le pire trou de lave-glace de l'univers. Ça déborde tout le temps. Regardez, là. Il n'y a pas grand place pour mettre du lave-glace ici. C'est extrêmement mauvais, ça, pour avoir eu un Volvo avec un système similaire. C'est horrible. Puis là, regardez, je vais fermer le coffre. Je dois me mettre sur la pointe des pieds. Et voilà, c'est fait, mais grille en avant. Nous sommes en présence des meilleurs sièges de l'industrie. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est l'industrie qui vous le dit. Ces sièges-là, confort princier, il n'y a rien à dire. Vous pouvez passer des heures et des heures et des heures assis dans ces sièges-là et vous ne sentez rien. On est sur un nuage. J'ai déjà eu des sièges dans mon ancien Volvo. C'est merveilleux. Plaque signalétique, fabriquée par Volvo Car Corporation en Suède, septembre 2025. Donc, véhicule assujetti à aucun tarif, fabriqué dans l'Union européenne. Et encore une fois, une répétition des matériaux sur la porte avant. Là, il n'y a aucune différence qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, côté matériaux. Et lorsqu'on prend place à l'intérieur, on a planche de bord typiquement suédoise, assez simple, avec des matériaux très intéressants. Tissu, bois clair, appliqué, métallique, pas sûr c'est un vrai métal. Et notre volant typique Volvo qu'on voit ici. Combiné d'instruments avec reproduction de cartes là, Google Maps à l'intérieur, c'est quand même bien, mais il n'y a pas beaucoup de configuration parce qu'on appuie une fois, on perd la carte. On appuie une deuxième fois, on affiche la carte. On appuie ici, on a notre ordinateur de bord. Et c'est pas mal ça, il n'y a pas grand-chose, mais super facile à utiliser, très ergonomique. Et la nouvelle écran d'infodivertissement ici là, du système Android Automotive. Donc, on a un menu, c'est des applications Android, c'est assez simple à utiliser. Et vous avez les cartes, là, Android. C'est Google. Dans le fond, là, c'est comme les véhicules électriques Volvo. Ça fonctionne de la même façon. Puis je vous dirais, là, depuis plusieurs mises à jour, Volvo s'est assuré que ça soit rapide et simple. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, mais je trouve que Volvo a enlevé des choses comme... On ne peut pas explorer vraiment nos trajets, on ne voit pas vraiment où l'énergie va. C'est assez simple, il n'y a pas beaucoup d'options. On peut même pas désactiver le freinage d'urgence là, avec la caméra à l'avant. Là. C'est une option qui est cachée. Volvo ne vous donne pas beaucoup de choix. C'est assez simple, mais oui, effectivement, ça fonctionne bien. Et vous avez contrôle de volume. Vous avez votre levier de vitesse en cristal avec un logo. Là, je pense qu'on ne le voit pas, non? Mais il y a comme une... Je pense qu'il y a un logo flottant à l'intérieur. Est-ce qu'on est capable de le voir ici? Là? Force Sweden, oui. Et ensuite, il y a beaucoup de piano noir dans ce véhicule. J'aime pas ça, c'est très sale, mais notre typique bouton démarrage Volvo, là, on tourne comme ça. Très intéressant. Porte-gobelet, petite console où je mets des choses. Mais
il fait bon vivre à l'intérieur du Volvo XC90. Nous avons maintenant commencé notre segment là, consommation en mode hybride, en mode thermique avec le XC90 T8. On vient tout juste là, de partir de Saint-Jean-sur-Richelieu où est-ce que j'ai fait le tour du propriétaire. On est sur l'autoroute 35, autour de 105 km/h, 110 km/h. Là, on suit la circulation. Juste pour vous parler un peu là, de la puissance en mode thermique, en mode hybride essentiellement, là, on a 455 chevaux, 523 livres-pieds de couple. Lorsqu'on met ça à fond, là, je le fais immédiatement. C'est très doux, c'est immédiat et c'est très puissant. Là. Rapidement, on est à plus de 30, 40, 50 km/h au-dessus de la limite. Ça déménage. Pour vrai, ça déménage. Et on a toujours, lorsqu'on est à 0 km, là, il nous reste en ce moment 19 % de batterie. Donc, l'assistance électrique y est toujours. On a une suspension pneumatique, comme je vous ai dit. La hauteur de cette suspension est fixée avec les modes de conduite. Donc, en mode hybride, le véhicule va s'ajuster en fonction de la situation. Sur l'autoroute, être plus bas pour améliorer le coefficient de traînée. En mode électrique, elle est fixe le plus bas possible. En mode power, le mode sport, évidemment, encore plus basse. Et la suspension pneumatique va être plus rigide. En mode off-road, on va surélever la caisse, mais au-dessus de 40 km/h, on va revenir à une hauteur de caisse normale. Puis on a un mode all-wheel drive où la caisse va être surélevée un peu, mais pas beaucoup. Et lorsqu'on arrête le véhicule, la caisse va se rabaisser complètement. Donc, c'est assez typique des véhicules avec une suspension pneumatique, mais on ne peut pas, indépendamment des modes de conduite, changer la hauteur de caisse. C'est une critique que j'ai du XC90 ici, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnalisation que dans les anciens véhicules Volvo sur la même plateforme. Il y avait beaucoup plus de personnalisation, puis je crois que le système Google Automotive a enlevé beaucoup d'options de personnalisation de ce côté-là. Pour ce qui est de l'agrément de conduite, avec la suspension pneumatique qui est en option, c'est extrêmement doux. On est sur un nuage. Rouler à Montréal dans les bosses, là, ça l'absorbe tout ce que vous voulez, malgré qu'on a des roues de 21 pouces avec des pneus bas profil. Mais évidemment, c'est un véhicule qui a beaucoup de roulis, une direction assez floue. Ça reste un véhicule de luxe familial. Mais au moins, le XC90 n'a aucune prestation d'être sportif. Donc au moins, on nous vend pas, on nous vend pas du rêve ici. Là. What you see is what you get, comme on pourrait dire en anglais. Si on n'avait pas de bord de toit, je vous dirais que l'insonorisation serait excellente. On a des vitres doubles. Mais globalement, c'est beaucoup plus une expérience raffinée et luxueuse. Mais ce que j'apprécie vraiment, c'est la douceur des changements entre la propulsion électrique, la propulsion thermique. On ne sent pas les changements de vitesse de la transmission 8 vitesses. Donc, je suppose que le générateur et le moteur électrique compensent pendant la fraction de seconde qu'on a le changement de vitesse. Donc, l'accélération est super linéaire, super constante. Donc, c'est une belle expérience en douceur. Ça me réconcilie un peu avec ce système hybride que je trouvais complexe et un peu marginal. Mais ça ne veut pas dire qu'une propulsion à 100% électrique n'est pas plus efficace. Malheureusement, pour le Canada, comme je vous ai dit, X90 ne sera pas disponible dû à des problèmes de tarifs et des problèmes de lancement, le problème de qualité de ce côté-là. On a maintenant les résultats de notre test là, de consommation, d'efficacité avec le XC90 hybride branchable. Donc, souvenez-vous, on a fait un segment 100% électrique de l'arrondissement La Salle à Montréal jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vitesse moyenne 50 km/h, autoroute, route nationale, boulevard. Ça a comme simulé vraiment les conditions de test que Enercan utilise, qui est une consommation combinée, malgré qu'on est encore une fois là, un printemps tardif, il fait quand même froid. Puis j'ai fait une erreur tantôt, je vous ai dit 38,9 kWh par 100 km. Ça, c'est parce que c'est ce que l'ordinateur de bord me dit. Mais il est mêlé, parce que Volvo dit que la batterie a 14,7 kWh utilisables. Et évidemment, on a régénéré, on a récupéré de l'énergie via le freinage régénératif. Comment que moi, je vais calculer la consommation, essentiellement, c'est que nous avons mis 14,7 kWh d'énergie dans la batterie pour l'amener à 100 %. Et on a réussi à parcourir 46 km avec. Donc, c'est quoi la vraie consommation? Ce n'est pas 38,9, c'est 31 kWh par 100 km, ce qui est en bas de la cote de 34. Donc, comment il arrive à 53, je ne le sais pas. Et c'est là que le freinage régénératif, là, ça brouille toujours les cartes. Oui, il est inclus
dans les tests, mais là, je ne suis pas capable de vous donner la réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on peut dire, incluant le freinage régénératif, 38,9, parce qu'il y a de l'énergie qui est revenue puis on l'a utilisé. Et si on prend seulement l'énergie ajoutée lors de la recharge, 31. Donc, le véhicule semble avoir une efficacité qui est dans les normes selon le test de NRCan. Donc, 46 km dans les conditions d'aujourd'hui sur une cote de 53, 15 % à côté, pas la fin du monde. Segment hybride, maintenant, on a parcouru 126,2 km, donc on est parti de Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'est rendu jusqu'à la frontière américaine via l'autoroute 35 et on a rebroussé chemin. Autoroute 35, autoroute 10, autoroute 20, Montréal, on est retourné à la station Shell. C'est un segment de 126,2 km. On a consommé 12,8 litres lorsqu'on a ravitaillé, ce qui nous fait une consommation de 10,1 litres au 100. Rappelez-vous, la consommation NRCan, c'est 8,6 sur autoroute avec ce véhicule. On avait quand même température froide, il faisait 0 degrés Celsius. On a les barres de toit qui ne nous aident pas et les pneus d'hiver. Donc, l'écart ici d'à peu près 20 % fait du sens. Écoutez, j'aurais aimé voir une consommation plus autour de 9 compte tenu des facteurs aggravants, mais on a eu 10. Puis j'ai roulé entre 100 et 110 km/h, mais la vitesse moyenne du segment, ça ne me le dit pas vraiment, là, mais j'estime plus autour de 90 km/h parce qu'il y a eu la rentrée à Montréal. Bien, il y a un constat intéressant aussi que la portée maximale du véhicule affiché lorsque j'ai ravitaillé était de 720 km. On avait parcouru au total 172 km. Donc, on est près du 900 km d'autonomie totale. Volvo annonce avec la cote NRCan 830. Donc, c'est un véhicule thermique qui a une bonne autonomie quand même. On voit de moins en moins ça dans les véhicules hybrides parce que les réservoirs sont petits. Ici, on a un réservoir de 71 litres. Ce qui veut dire que pour des voyages sur l'autoroute l'été, là, on peut probablement faire 900 km en incluant la partie électrique au départ ou la partie électrique qu'on mélange là, si on roule seulement en mode hybride. Donc, c'est pas si mal. Évidemment, ça prend de l'essence super, donc ça coûte cher, à 2,21 $. Si je regarde là, ce segment-là, bien, ça a coûté genre 26 $ pour faire 126 km. C'est quand même onéreux. Mais bon, ça, c'est la vie. Mais voilà pour les résultats. Je vous l'avais dit, je voulais avoir de quoi de factuel. C'est factuel. C'est les résultats que nous avons. Maintenant, prochaine chose. Combien ça coûte tout ça? Bien, ça coûte une beurrée. C'est un véhicule. Là, je suis allé le reconfigurer pour être sûr que j'avais tout. Ça coûte autour de 100 000 $ avant les taxes. Donc, c'est un véhicule à 100 000 $. La version hybride branchable du XC90 commence à 95 000 $. Et il y a une option qui a été ajoutée, c'est l'ajout de la suspension pneumatique à 2 000 $ que, honnêtement, à ce prix-là, rendu, prenez-la. Là. Mais ça reste un véhicule à 100 000 $. La version juste hybride, mild hybrid B6 là, de base, là, ça commence à genre 85 000 $. Le XC90, c'est un véhicule qui est très cher. C'est un VUS. Pleine grandeur pour l'Europe. Mid-size pour l'Amérique du Nord, 7 passagers. Et c'est pas mal ça. Et pour conclure cette revue, qu'est-ce que moi j'en pense du XC90? Je vous l'ai dit au début, j'étais biaisé. C'est un véhicule que je m'achèterais demain matin. Évidemment, fiabilité, on n'a aucune idée, probablement très moyenne de par la complexité de la mécanique. Et Volvo, dans les 10 dernières années, n'a pas un bon historique de fiabilité. Par contre, la qualité du véhicule, la qualité de la peinture, la qualité de l'assemblage, la durabilité du véhicule en tant que tel, les pièces, ça c'est excellent, ça c'est Volvo. Mais ça ne veut pas dire que, comme je vous dis, la durabilité et la fiabilité, c'est pas la même chose. Toyota, c'est des véhicules très fiables, mais pas nécessairement les véhicules les plus durables. Ils vont rouiller plus rapidement, les pièces sont moins faites fortes. Plus on paye cher, la plupart du temps, on a plus de matériel, donc ça dure plus longtemps, mais ne veut pas dire que c'est plus fiable. Donc oui, j'en aurai un demain matin. J'ai été vachement impressionné par la douceur puis de la façon que le système hybride, malgré qu'il est un peu marginal, un système un peu bizarre, fonctionne très bien. Je m'attendais à de quoi de plus complexe, mais c'est vraiment transparent. Et voilà, c'est un véhicule que j'aime beaucoup, mais ce que je veux que vous retenez ici, c'est plus les faits qu'on a relatés, c'est les résultats qu'on a eus. Parce qu'encore une fois, par souci de transparence, moi, j'ai un faible pour les Volvo, donc je suis biaisé. Sur ce, c'était Alexandre pour Plus de Millage. J'espère que vous avez aimé cette revue. Pensez à vous abonner ou même vous joindre parce que la vidéo que vous écoutez maintenant va être disponible pour les membres un peu d'avance avant sa sortie sur YouTube de façon publique. Donc, si vous voulez contribuer là, au succès de Plus de Millage, vous êtes le bienvenu. Lâchez-vous là dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, on se laisse là-dessus.